La commande que l'équipe m'a faite, c'est, après le propos introductif, de vous parler de la jeunesse. Ben, quand on parle de la jeunesse, on parle de qui, c'est qui là, les jeunes. Et puis ensuite, d'aborder le thème de la participation des jeunes, de dire, ben voilà, si on parle de participation, ça veut dire quoi concrètement? Quelles sont les modalités de mise en œuvre de la participation? À quel niveau on peut la mettre en œuvre? Et puis surtout, quelles conditions il faut respecter pour que cette mise en œuvre soit réelle et effective. Et ensuite, à la fin, je vais assez rapidement tisser le lien en quoi ça peut avoir un effet sur le processus de développement de la citoyenneté des jeunes. D'accord? Donc, peut-être quelques propos introductifs. Déjà, il faut que je comprenne, il faut que je me souvienne comment ça fonctionne. C'est vrai que souvent la jeunesse, elle peut être abordée comme un état d'esprit. Ça peut être l'ouverture, la fraîcheur, la curiosité, le dynamisme. Mais bien souvent, la société dans laquelle on vit l'aperçoit plutôt comme un problème, un tracas, voire un danger. Et puis c'est vrai que dans son histoire, il y a un stéréotype récurrent qui accompagne la société occidentale, c'est de considérer la nouvelle génération comme pire que la génération actuelle. Et puis ça, peu importe le pays, les Suisses, on n'est pas une exception là-dedans. Toutes les recherches, tous les écrits le démontrent. Malgré cela, c'est vrai que la participation des jeunes à la vie publique, leur statut citoyen, sont des sujets qui sont fréquemment mis sur le devant de la scène, que ce soit à un niveau local, on va le voir de manière un peu plus précise après, national aussi ou international. Je cite Siruyala qui a beaucoup étudié l'Union européenne à ce sujet et qui écrit ceci, je cite: « L'un des principaux objectifs de la construction d'une Europe sans ligne de division est de renforcer la citoyenneté active. Il y a aujourd'hui un défi particulier du fait du grand nombre de signes alarmants dans une direction non voulue. 1. On constate un intérêt faible et déclinant pour les systèmes de représentation, on peut penser à la Suisse également. On constate également une confiance réduite dans les politiciens, alors ça c'est pas forcément nouveau, hein. Machiavel il y a quelques siècles le disait, plus récemment Stéphane Rossini dans son ouvrage Au nom de la solidarité, Stéphane Rossini, conseiller national socialiste durant 12 ans, actuel directeur de l'OFAS le mettait aussi en évidence, et une participation également réduite aux élections, et ce qui est problématique, c'est en tout cas au niveau de l'Union européenne, mais au niveau de la Suisse aussi, tous ces aspects-là sont principalement cristallisés sur la jeunesse. Donc la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, les cantons, via leurs différentes lois sur la politique de la jeunesse, actuellement en Suisse, bientôt tous les cantons ont une loi sur la politique de la jeunesse, il y a encore Genève qui est en train de trafiquer là autour, mais ils vont bientôt y arriver. Eh bien, toutes ces différentes instances stimulent les réflexions sur la participation des jeunes, sur la citoyenneté, par exemple en organisant des symposiums, en finançant des fondations, etc., et en mettant en avant différentes bonnes pratiques, si on veut bien. Donc, d'une part, proclamer la participation des jeunes est relativement facile et simple, mais son application, quand on commence de l'analyser, devient un petit peu plus complexe, et c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. En effet, on constate trop souvent une mise en scène de cette participation plutôt qu'une participation véritable. D'une part, toute société, toute organisation se doit d'assurer sa cohésion, sa vitalité future, si on veut bien. Cela passe inévitablement par une réflexion sur la place qu'elle laisse à sa jeunesse. Pour terminer, dans ces propos introductifs, je dirais que la jeunesse, elle cristallise les enjeux actuels de notre société, qu'on peut aussi décalquer sur d'autres strates de la population. La jeunesse se situe au cœur des systèmes éducatifs et de formation. C'est elle qui en subit les forces, mais également les travers, notamment quand elle se confronte à l'intégration dans le monde du marché du travail. C'est elle aussi qui figure au centre de la problématique de l'accueil extrafamilial des enfants, qui a notamment des enjeux au niveau du maintien d'une activité lucrative des parents, bien souvent de la maman. C'est la jeunesse actuelle aussi qui vit pleinement le nouveau paradigme sociétal lié aux technologies de l'information. C'est elle toujours qui porte, en tout cas une bonne partie de la protection sociale par sa contribution économique.
C'est toujours elle qui est au centre, la médiatisation grandissante, la thématique de la violence, de l'insécurité. Et pour terminer, je dirais que c'est elle qui constitue le moteur actuel de la large prise de conscience sur les problématiques climatiques. Bref, en résumé, c'est une catégorie de la population qu'on peut évacuer, qu'on ne peut évacuer du débat si on veut penser notre vivre ensemble et puis nos démocraties. Ensuite, si on parle des jeunes, de qui parle-t-on? Quand débute, quand se termine cette jeunesse? C'est vrai que ce soit au niveau administratif, juridique, au niveau aussi des représentations personnelles que le citoyen peut en avoir, ben, il y a une certaine, je dirais, un certain écart entre le début de cette jeunesse et cette fin. Par exemple, la Convention relative aux droits de l'enfant fixe la fin de l'enfance à l'atteinte de la majorité, pour la Suisse à 18 ans. Ensuite, on passe à l'âge adulte. Si on prend les politiques européennes qui ciblent la jeunesse, eux, leur tranche d'âge, c'est les 13-30 ans. On voit déjà que là, il y a une différence. Si on prend la loi fédérale sur l'encouragement de l'enfance et la jeunesse, cette loi-là, elle fixe la jeunesse dès l'âge d'entrée à l'école enfantine jusqu'à 30 ans. On a encore une autre fourchette. Et puis pour s'ancrer ici dans le canton du Jura, la loi sur la politique de la jeunesse, qui date d'une dizaine d'années, à son article 2 indique, je cite, « La jeunesse comprend les enfants et les jeunes. Par enfant, il faut entendre tout être humain âgé de moins de 18 ans. Et par jeune, il faut entendre tout être humain âgé de 18 ans révolu et jusqu'à 25 ans. » Donc on voit que les différents textes qui font souvent référence dans les discours sur lesquels on s'appuie quand on parle de la jeunesse, ben, ils mettent tous les balises à des moments différents, à des âges différents. Donc c'est vrai que ça amène déjà une certaine complexité de dire, ben, quand on parle des jeunes, on parle de qui précisément. D'accord? Et puis si on pousse l'analyse dans une perspective plutôt historique, on voit dans les différents pays, que ce soit en Angleterre par exemple, il y a, je sais pas, c'est environ au XVIe siècle, les jeunes pouvaient contracter tout seuls sans l'autorisation des parents dès l'âge de 14 ans. En France, à la même époque, c'était à 16 ans. On remarque aussi que l'enrôlement dans l'armée, par moment c'était à 16 ans, par d'autres moments c'était à 18 ans, ensuite c'est monté à 20 ans, c'est redescendu à 18 ans, dépendant du besoin de la nation d'avoir un nombre de soldats assez élevé ou pas. Donc on voit qu'il y a différents contextes qui conditionnent la dénomination et puis la définition de qu'est-ce qu'on entend par la jeunesse. Donc ce qui est par contre intéressant à ma connaissance, c'est le seul sondage, on va dire que c'est un sondage, c'est pas vraiment une recherche, qui a été fait à une relativement grande échelle dans 17 pays différents sur 3 continents, Amérique, Europe et puis Asie, où on demandait aux jeunes, enfin on demandait aux personnes qui avaient entre 20 et 60 ans de dire pour vous à quel moment il vous a semblé passer à l'âge adulte. De manière générale, ces jeunes disaient que c'était l'entrée dans la trentaine qui permettait d'entrer dans l'âge adulte. Donc voilà, ça donne une certaine indication quand même. Là, c'est comment les jeunes ont vécu eux-mêmes leur passage à l'âge adulte, arrivé dans la trentaine. Et puis, il y a quelque chose, en tout cas dans les pays occidentaux, qui est quand même relativement nouveau, mais qui a quand même un peu plus d'un demi-siècle, c'est que les critères généralement retenus pour entrer dans l'âge adulte se désynchronisent de plus en plus et arrivent temporellement plus tard. Exemple, intégration conjugale, décohabitation des parents, indépendance financière, intégration du monde du travail. Avant, on était plus ou moins pacté sur un laps de temps d'une année, voire 3 ans, ça dépendait. Mais maintenant, on remarque que ces critères arrivent de plus en plus tard et il y a de plus en plus d'écart entre ces différents critères. Donc, tout ça pour dire que la jeunesse est juste une construction administrative, culturelle, sociale, qui correspond aux représentations sociales et majoritaires d'une certaine époque. Maintenant, si on parle de participation,
Alors ce que je vais vous dire là, ça tombe pas de la lune comme ça. Je me suis appuyé sur différents auteurs, notamment Petrella, Alinsky, Gilliet et Albert Meister. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est quand même né à Delémont. Ça a été quand même quelqu'un je dirais, relativement reconnu, en tout cas dans le milieu académique et puis dans le milieu du travail social dans les années 60, 70, 80, par rapport à tous ses écrits sur l'associationnisme, sur les thématiques de la participation, du développement des pays plutôt de l'hémisphère sud, anciens colonisés, etc., etc. Donc voilà, c'était aussi un petit clin d'œil à la ville de Delémont. Mais c'est vrai que maintenant, on constate que depuis un peu plus d'un demi-siècle, le thème de la participation est quand même un thème qui est revenu de manière assez massive à la mode et il alimente les différents débats, qu'ils soient régionaux ou nationaux ou internationaux. Meister, qui a donc étudié les différentes modalités de mise en œuvre de la participation avec différents publics, etc., etc., disait dans un de ses écrits qui date de 1972, je le cite, « L'étude de la participation est à la mode et le phénomène de la départicipation sociale, politique et civique est préoccupant. » Déjà à l'époque, je veux dire, le constat est toujours identique actuellement. Alinsky, juste pour le citer aussi, lui disait que la participation est le pouls de la vie même de la démocratie. Sans participation, on ne peut pas parler de démocratie. Maintenant, si on veut définir cette participation, comment on pourrait la définir? C'est vrai qu'il existe différentes définitions. Par contre, si on recoupe le minimum de toutes ces définitions avancées par les professionnels, par les auteurs et ceux qui la mettent en œuvre aussi aujourd'hui, je pense que la définition que je vous propose là, relativement large, peut satisfaire un peu tout le monde et tout le monde peut s'y reconnaître. Donc, la participation des jeunes signifie qu'ils et elles peuvent intervenir et agir selon des méthodes et des formes appropriées sur l'environnement dans lequel ils et elles évoluent. Selon des méthodes et des formes appropriées, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si on agit dans un contexte précis avec une population cible qui est plutôt les enfants de 5 à 10 ans, on ne va pas mettre en œuvre les mêmes modalités que si on travaille avec un public majeur, entre guillemets, qui a environ 20 ou 25 ans. D'accord? Ça me semble assez évident. Donc ça veut dire comment ces jeunes peuvent agir sur ce qui les entoure et puis avoir un bout de pouvoir là-dessus. Et puis pas uniquement avoir une délégation de pouvoir à l'extérieur. Maintenant, on remarque aussi qu'il y a différents niveaux dans la mise en œuvre de cette participation. Alors là aussi, pour ceux qui, enfin j'en connais 2-3 dans la salle qui connaissent différentes échelles de la participation, Arenstein notamment, Trézéder, Hart en ont proposé certaines différentes. J'ai essayé de compiler ça, mais j'ai aussi compilé ça par rapport aux gens qui expérimentent au jour le jour la participation et qui donnent des inputs aussi à la création d'une certaine théorie et puis d'une certaine thématisation de cette participation. Alors, si on les prend les uns après les autres, mais d'abord je vais commencer par la droite. La droite, vous voyez qu'il y a 2 inputs au niveau de la participation. Tout ce qui concerne le niveau 0 jusqu'au niveau 5, ce sont les adultes qui initient le projet ou l'action. Donc là, on est plutôt dans une logique de top-down, donc du haut vers le bas. Et puis, le niveau 6 et le niveau 7, là, ce sont les jeunes qui initient le projet. Donc, on est plutôt dans une logique bottom-up ou bottom-bottom. On va y revenir un peu plus tard, aussi par rapport au niveau 6 et au niveau 7 et ce qui est initié par les jeunes. Je vous propose de les prendre dans l'ordre et puis juste de donner quand même quelques petits commentaires par rapport à ce qui est écrit. Niveau 0, absent. Ça veut dire que les jeunes ne sont pas présents. C'est-à-dire, voilà, on s'occupe et on prend des décisions qui les concernent directement, mais on ne les consulte pas, parce qu'on estime qu'on n'a pas besoin de les consulter.
c'est quelque chose qui existe et puis c'est tout à fait valable pour certaines décisions. Niveau 1, on est dans la manipulation. La participation des jeunes est juste acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre les microphones, on consulte les jeunes sur une thématique qui les concerne, on éteint les microphones, mais on n'enregistre absolument rien du tout. Par contre, dans la plupart des démarches, c'est pas vrai, c'est pas la plupart, mais une bonne partie des démarches participatives que les communes mettent en œuvre actuellement en Suisse romande, que certains professionnels, que ce soit de l'action sociale, de l'urbanisme, mettent en œuvre en Suisse romande actuellement, on est bien souvent, malheureusement, à ce niveau-là. Ça veut dire que on va consulter les jeunes, mais on sait déjà ce qu'on va faire, on leur ouvre un espace de parole, on les entend, mais on n'intègre pas ce qu'ils amènent au projet. D'accord? Et ensuite, mais par contre, dans les rapports qu'on utilise, ou devant la presse, ou devant l'opinion publique, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit qu'on a mis en œuvre une démarche participative, qu'on a consulté les jeunes, etc., etc. Mais c'est juste une participation alibi. Ensuite, on arrive au niveau 2, qui est la formation. C'est-à-dire que là, au moins, le contexte est clair. On vient voir les jeunes, on les informe. Et c'est tout. On ne leur donne pas forcément leur avis. On verra que ce niveau 2, il est quand même utile et il est utilisé dans les niveaux notamment 3, 4, 5 et puis 6, tout dépend dans quel sens on le prend. D'accord? Donc c'est un niveau qui est relativement intéressant. Consultation, là on commence à devenir sur des paliers qui sont peut-être un petit peu plus pertinents aussi. C'est-à-dire qu'on demande l'avis des jeunes et on les entend. C'est-à-dire que là on ouvre le microphone, on enregistre leurs paroles et on essaie de tenir compte de leurs paroles et d'amener les inputs qu'ils ont amenés dans le projet. Le biais qu'on remarque souvent dans les démarches participatives mises en œuvre à ce niveau-là, c'est que des fois, ce n'est pas les porteurs de projet, c'est pas à cause des porteurs de projet, mais simplement ce que les jeunes ont amené, on ne peut pas en tenir compte pour des aspects légaux des fois, pour des aspects financiers des fois. Par contre, le biais qu'on constate souvent dans les démarches qui se situent à ce niveau-là, c'est qu'on entend, on essaie d'intégrer ce que les jeunes amènent au projet, mais on ne peut pas l'intégrer pour des aspects légaux et financiers, comme je l'ai dit, donc pour prendre ces deux exemples-là, il y en a d'autres. Mais par contre, le biais qu'il y a là, c'est que souvent, il n'y a pas un retour vers les jeunes. Et puis, j'ai déjà souvent rencontré des jeunes qui disaient « Ouais, mais bon, là, c'est déjà la 3e fois qu'on me consulte pour tel et tel projet. » Et finalement, après, quand on voit le résultat final, tout ce qu'on a amené, ben, finalement, soit on n'en tient pas compte, soit on n'en a pas tenu compte. Mais c'est pas que les porteurs de projet n'ont pas voulu en tenir compte, c'est juste qu'on ne les a pas informés, qu'on n'a pas pu en tenir compte. Et pourquoi on n'a pas pu en tenir compte? Les jeunes, ils peuvent comprendre qu'on ne peut pas tenir compte de tout ce qu'ils ont envie. D'accord? Donc souvent là, il y a un manque, il y a la boucle de rétroaction sur un feedback du pourquoi on n'a pas pu tenir compte de leurs paroles et de leurs envies qui manque, malheureusement. Ensuite, on arrive dans la délégation. Donc là, à partir de maintenant, on trouve le travail que beaucoup d'acteurs jeunesse, si je prends ici dans le canton de Jura, les espaces jeunes notamment, le CEJAC à Moutier font, enfin les gens qui sont dans la salle qui travaillent dans ces structures me diront si je dis n'importe quoi, mais on commence à arriver dans des paramètres où ça devient un petit peu plus intéressant dans le sens que le niveau 4 c'est la délégation, c'est-à-dire que c'est toujours l'adulte qui initie le projet. Par contre, on délègue certaines tâches du projet à certains jeunes parce qu'ils ont un intérêt pour ces différents projets. Ensuite, le niveau 5, la concertation, on va encore un pas plus loin, c'est-à-dire qu'on délègue certaines tâches aux jeunes aussi, mais en même temps, on les inclut dans les processus décisionnels. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante des décisions qui sont prises en lien avec le projet qui les concerne. Ensuite, au niveau 6, là, on gicle dans plutôt la dimension bottom-up. Ça veut dire que ce sont les jeunes qui initient le projet, et puis que le monde adulte les accompagne dans la réalisation de ce projet, parce que simplement ils n'ont pas toutes les clés pour aller jusqu'au bout du projet, pour ouvrir toutes les portes. D'accord? C'est souvent le travail des professionnels d'action sociale, si on veut bien. Et puis le niveau 7, je ne m'attarderai pas là-dessus, il y en a tout plein de ces projets-là. C'est tous les projets qui concernent l'autogestion, c'est-à-dire c'est les jeunes qui gèrent les projets du début à la fin, ça veut dire de l'idée jusqu'à la concrétisation. Voilà, je vois que le temps passe. Maintenant, on va passer aux conditions de la participation. C'est vrai que
Moi, ce qui m'a toujours assez étonné, c'est que c'est un peu un impensé dans les démarches participatives ou quand on veut mettre en œuvre un projet où on veut faire participer les jeunes. À part l'UNICEF, à ma connaissance, en tous les cas, qui a réfléchi là-dessus, qui a publié des textes là-dessus sur le fait qu'il faut réfléchir aux conditions de mise en œuvre de la participation pour pouvoir l'évaluer de manière effective, puis pour pouvoir la faire évoluer pour qu'elle soit réelle, si on veut bien, peu d'auteurs ou peu de projets, même des fois dans le domaine de l'action sociale, si on veut bien, réfléchissent à quelles conditions on peut mettre en œuvre la participation des jeunes. Alors, un des premiers, c'est la liberté d'engagement. C'est-à-dire que le jeune peut décider s'il veut s'engager dans l'action ou pas. Ce n'est pas une contrainte du monde adulte. En général, si c'est fait sous la contrainte, ça ne fonctionne pas. 2, c'est la compréhension du contexte. Si le jeune décide de s'engager dans un projet, il doit comprendre les règles du jeu du projet. Jusqu'où il peut aller, jusqu'où son pouvoir décisionnel est effectif ou pas, etc., etc. Ensuite, le choix de l'action. Bien souvent, le jeune s'engage dans un projet s'il peut mettre un peu son grain de sel sur la nature du projet et amener un sens qui lui appartient aussi. L'accompagnement, alors c'est vrai que ce sont les jeunes qui sont les spécialistes de leurs aspirations, qui sont les connaisseurs de leur réalité, mais malgré tout, ce qu'on voit bien souvent, c'est qu'il y a besoin d'un accompagnement du monde adulte, comme je l'ai dit avant, parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les clés pour ouvrir toutes les portes. Donc là, l'accompagnement d'un adulte est juste pertinent, et puis il est aussi pertinent, l'accompagnement d'un adulte, dans beaucoup de projets participatifs avec les jeunes, au niveau, je dirais, d'une certaine équité entre les jeunes. C'est vrai que tous les jeunes n'ont pas les mêmes compétences délibératives, tous les jeunes n'ont pas les mêmes compétences via leur, je dirais, background socio-culturel, socio-économique, familial, etc., etc. Et puis l'accompagnement d'un professionnel qui sait travailler avec les jeunes permet de rétablir et de permettre à certaines classes sociales d'avoir un réel accès à cette participation. Et puis, parce que ce qu'on remarque bien souvent, c'est notamment quand il y a des participations, alors ça se fait dans le monde adulte, dans le monde des enfants, ça se fait nettement moins, mais chez les jeunes aussi, bien souvent, ça passe par la parole et l'expression en public. Et puis on remarque que les gens qui pêchent un peu à l'oralité, eh bien, ils ne peuvent pas poser leurs actions, ils ne peuvent pas poser leurs réflexions, et puis ils ne peuvent pas amener d'input au projet. Ensuite, l'universalité. C'est vrai qu'il y a plusieurs lois qui disent et puis qui posent l'accès à tous les enfants, à tous les jeunes, aux différents projets qui les concernent. Il y a la convention, la CDE, la Convention des droits de l'enfant, il y a la loi sur l'enfance et la jeunesse qui aborde la thématique, il y a la loi sur le handicap au niveau de la Confédération qui aborde ça. Mais c'est vrai que l'universalité de l'accès, elle est hyper importante. Elle est hyper importante dans le sens que si on n'a pas ça en ligne de mire, on peut louper une partie du public qu'on veut atteindre. De manière très schématique, si on met en œuvre une séance d'information pour impliquer les jeunes de manière active et participative dans un projet, qu'on fait la séance d'information un samedi matin à 10h, eh bien ça veut dire qu'on élimine déjà tous les vendeuses et les apprentis vendeurs-vendeuses, on élimine tous les apprentis et les apprentis coiffeuses-coiffeurs, il faut juste en avoir conscience de ça. En plus, par comment on informe, pour qu'on arrive à une certaine universalité, souvent l'information au niveau des marches participatives, encore maintenant, même si elle s'adresse aux jeunes, alors ici dans le canton du Jura, via Oxygène, via différentes actions mises en place par le délégué, l'ancien délégué à la jeunesse, et puis le service d'action sociale, on essaie de mobiliser de plus en plus les réseaux sociaux, mais bien souvent, à d'autres endroits, on remarque qu'on passe encore par des canaux classiques,
si dans le Jura, c'est le quotidien jurassien ou à Delémont, l'Aglo de Delémont, on sait très bien que les jeunes ne lisent absolument pas ces journaux, ils ne les consultent pas. Donc on attaque quel public? On va atteindre de nouveau un public de qui? De peut-être d'enseignants, de fonctionnaires, de travailleurs sociaux, je me mets dans la boucle. Hein. Et puis, parce que c'est les parents qui vont lire ça et qui vont informer le jeune de ça. Et puis peut-être le jeune il va y aller ou pas. Donc il faut juste avoir conscience, quand on est en marche des démarches participatives, de juste l'information comme on la donne, eh ben, on va atteindre un certain public et on va évacuer de toute manière un autre public. Idem par rapport à, voilà, on veut utiliser, on veut inclure les populations migrantes. De nouveau, souvent les canaux utilisés n'incluent absolument pas les populations migrantes. Souvent on utilise déjà que le français pour communiquer, et puis si on reste uniquement dans l'oralité, il y a beaucoup d'enfants migrants, d'enfants allophones qui ne pourront jamais se prononcer. D'accord? Idem, si on prend, on peut prendre le Conseil de l'émontat des jeunes, par exemple, pour prendre un exemple concret ici, le Conseil de l'émontat des jeunes, en plus c'est un bel exemple au niveau, je trouve, de la Confédération, au plan national, parce que c'est quelque chose qui dure sur le temps, parce que je pense que la ville de Delémont donne les moyens aussi pour que ça fonctionne. Voilà, c'est vrai qu'au niveau cantonal, on a un contre-exemple qui est le Parlement des jeunes, qui a été mis en place, qui n'a pas fonctionné, et puis ce serait intéressant d'analyser pourquoi ça n'a pas fonctionné. Après, bon, pour des mesures économiques, on l'a supprimé peut-être, mais je veux dire, on n'a jamais posé d'analyse à ma connaissance, ou en tout cas, j'ai jamais rien vu de tel, pour savoir pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Je pense qu'on peut faire des hypothèses assez faciles là-dessus. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais il faut toujours penser à cette universalité. Ouais, juste un biais par rapport au Conseil de l'émontat des jeunes pour être un peu critique aussi. Par exemple, les enfants de la Fondation Pérenne n'ont jamais été intégrés au Conseil de l'émontat des jeunes. Les enfants migrants de la JAM non plus. Et puis je pense qu'il y a de réels efforts à faire. Alors après, il faut voir les conditions de travail, il faut voir le temps à disposition des professeurs qui sont engagés, il faut voir la volonté politique de la commune aussi par rapport à ça. Enfin, juste pour prendre des exemples locaux. Hein. La reconnaissance, c'est sûr que si on s'engage, chaque fois, on a besoin d'une certaine reconnaissance. Ça permet aussi à tout le monde d'être reconnu, que ce soit par le monde adulte, et puis de pouvoir se projeter aussi dans ce monde adulte. Je vois que le temps file, je vais un peu plus loin, un peu plus vite. Tout ce qui est communication, c'est vrai que je l'ai abordé des fois sur d'autres aspects jusqu'à maintenant, mais c'est important de toujours bien soigner la communication, les canaux qu'on veut mettre en œuvre, et puis bien analyser en mettant tel canal en œuvre, voilà quel public on va atteindre. Typiquement, Facebook, chez les jeunes en Suisse, ça ne fonctionne plus. Si vous voulez faire des actions au Québec, eh ben, il faut utiliser Facebook parce qu'au Québec, les jeunes utilisent encore Facebook et ils ne sont pas encore sur Instagram. Enfin, je veux dire qu'il faut avoir une connaissance quand même un minimum relativement fine de comment les jeunes fonctionnent et quels sont leurs canaux d'information. Le plaisir, vous pouvez le poser avec tous les professionnels qui ont travaillé avec les jeunes. Je veux dire, s'il n'y a pas la dimension plaisir, vous n'aurez jamais une participation, une implication des jeunes sur le long terme. Et puis l'évaluation, je ne m'attarde pas là-dessus. Je pense que la majorité des démarches participatives ne sont malheureusement pas évaluées et c'est vraiment dommageable, surtout si on décide d'en refaire plus tard, quoi. Voilà. Tout ça, en quoi ça a un impact sur la citoyenneté? C'est que la citoyenneté, depuis la Grèce antique, en passant par les Romains, par Montesquieu, Kant, peu importe, les siècles des Lumières, Marx même, Habermas plus récemment, Schnapper actuellement, ont tous défini la participation d'une certaine manière, mais si on fait la synthèse de tout ça, et puis la synthèse de ce qu'on vous a dit avant, de ce qu'on a échangé, enfin échangé sur ce que j'ai dit moi, la citoyenneté est un processus qui signifie que les citoyens développent leur conscience, leur maîtrise des différents aspects de la vie de l'environnement. On voit que ça rejoint relativement bien ce qu'on a dit dans la participation avant, dans lequel ils et elles évoluent, et c'est aussi dans toutes les dimensions. Moi je pense concrètement que si on analyse et puis on pense la citoyenneté uniquement en termes de droits et de devoirs, eh ben, je veux dire on a juste une citoyenneté hyper statique et administrative. Tous ces auteurs ont chaque fois amené la dimension du pouvoir d'agir qui a toujours été oubliée dans les législations malheureusement. Et puis ils disent tous que pour avoir accès à cette citoyenneté qui soit un réel processus tout au long de la vie et qui dépasse juste les droits et les devoirs des citoyens, ça passe par une participation ouverte à chacun et chacune. Alors naturellement, ça pose la question de
Qui accepte-t-on, qui inclut-on ou non? Voilà, je vois que le temps est écoulé. Juste sous forme de synthèse, un petit schéma. Le public cible les jeunes. Une participation réelle et effective. On a remarqué que ça avait directement un effet sur le processus de citoyenneté. Et puis, on n'a pas eu le temps de développer en une demi-heure, mais on pourra l'approfondir dans l'atelier qui suivra. Ça a des effets directs sur la dynamisation de la démocratie. Et je dirais qu'on est citoyen, on est du verbe être EST, mais on le devient aussi tout au long de la vie si on amène cette dimension de pouvoir d'agir. Voilà, le temps qui m'est imparti est terminé. Je vous remercie de votre attention.